Bonjour, interview Top Premium dans Mobility TV et j'accueille Jacques Deher. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG d'Acom. Alors Acom, ce sont des câbles, des fibres optiques, des tubes de synthèse. Ce sont des outils stratégiques inévitables pour le bâtiment, pour les télécoms, bien entendu les télécoms, et aussi pour l'automobile, d'autant que l'automobile s'électrifie. J'ai presque envie de dire que les câbles, peu à peu, vont remplacer les fameuses durites. Même si elles étaient déjà présentes, les câbles étaient déjà présents dans l'automobile d'autrefois. Et vous, Jacques Deher, avec Acom, donc du coup, vous n'êtes pas seulement le spectateur, vous accompagnez cette mutation automobile. Tout à fait, tout à fait. C'est un virage extrêmement important qui se présente à nous aujourd'hui avec la transition énergétique et la mutation des véhicules thermiques vers des véhicules hybrides, toujours de plus en plus électrifiés et de plus en plus connectés. Oui. Et donc c'est arrivé assez vite ou de manière immédiate, cette explosion du véhicule électrique et cet accompagnement par Acom? Je pense que la crise qu'on a traversée a servi d'accélérateur vers cette transition qui a fait bouger le marché beaucoup plus fortement que prévu et qui nous a développé un certain nombre d'opportunités. Alors Acom était dans l'automobile déjà depuis les années 50, bien connu pour avoir équipé l'ensemble du parc automobile français en câbles antiparasites. Et puis on a suivi notre bonhomme de chemin en accompagnant les constructeurs automobiles, puis les constructeurs allemands. Et puis au début des années 2000, on est passé fournisseur de rang 2. Donc on a fourni, après être homologué par les constructeurs automobiles, les fabricants de faisceaux. Voilà. Et puis aujourd'hui, les faisceaux électriques se densifient, se complexifient avec ces nouveaux types de véhicules qui se présentent, avec les nouvelles plateformes qui sortent chaque jour davantage et beaucoup plus dans les années à venir, et qui sont avec de plus en plus de câbles de haute technicité. Un câble antiparasite, rappelez-moi, c'est... Un câble antiparasite, en fait, il avait une vertu, c'était de protéger les postes de télévision des fameuses perturbations de fréquences dans la transmission. La fameuse image cryptée. Voilà. On a connu ça dans notre enfance sur nos mobylettes. On a équipé en deuxième monte les automobiles à la fin des années 40, après la Deuxième Guerre mondiale. Et puis après, les véhicules étaient naturellement protégés, l'arrivée de l'électronique, enfin tout ça, ça a disparu. Ce qui est intéressant avec vous, c'est que ça fait 25 ans que vous êtes chez Acom, donc vous avez vu un peu cette transformation de l'entreprise. Combien il y a de câbles électriques dans une voiture électrique versus une voiture thermique? Alors une voiture traditionnelle, il y a environ 1,5 km de câbles. Une voiture électrique bien équipée et connectée, une voiture moyenne, j'entends, européenne, c'est 2 fois plus. 2 fois plus. C'est pratiquement 3 km de câbles. Et ce sont des câbles spécifiques du coup pour le VE? Alors il y a tout type de câbles à l'intérieur, mais la grande évolution avec le passage aux véhicules hybrides, électriques et connectés, c'est qu'il y a des nouvelles applications et des nouvelles caractéristiques sur ces produits. 2 exemples, l'alimentation de la batterie par exemple. Lorsque vous chargez le véhicule, il faut avoir des câbles qui puissent transmettre le courant. Des câbles, évidemment, qui vont tenir compte des problématiques d'échauffement. Donc, voilà. Donc des câbles très robustes. De sécurité, voilà. Oui. Il faut qu'ils apportent la bonne flexibilité. Et puis, il faut de plus en plus qu'on pense au renouvellement, donc au recyclage, à la recyclabilité. Et on a mis au point des isolants qui permettent facilement recycler le produit, ce qui n'était pas le cas sur les câbles traditionnels qui étaient en silicone. Ça, c'est un premier volet. Et le deuxième volet, c'est tout ce qui concerne ce qu'on appelle le high-speed data, la transmission de données dans les véhicules. Vous savez qu'il y a de plus en plus de capteurs, de radars, de lidars, de caméras, etc., tout autour du véhicule pour assurer sa sécurité et son interconnexion avec les réseaux environnants. On parle de la 5G, etc. Eh bien, toutes ces transmissions de données remontent à travers un certain nombre de calculateurs à l'intérieur du véhicule, facilitent et aident à la conduite, et donc ça densifie aussi les nouveaux réseaux à l'intérieur du véhicule. Donc, si je comprends bien, vous faites face à une double difficulté. La première, c'est que l'information va plus vite, donc vous avez besoin de l'intérieur du câble, je vais parler en candide, mais du métal qui doit être de plus en plus rapide, et vous avez besoin d'un revêtement en tour qui est de plus en plus robuste, ce qui est en fait à la fois est paradoxal. Tout à fait. Alors la transmission de la donnée, vu qu'on parle de longueur quand même très courte, c'est pas très compliqué. Et puis notre expertise dans notre autre métier des télécoms
nous donne une relative facilité. Oui, mais on a envie de charger de plus en plus vite aussi. Voilà. mais l'important, c'est ce que vous avez dit après, c'est la protection de la transmission de ces données. Effectivement, toutes ces aides à la conduite, il faut être sûr que les informations qui remontent sur le calculateur qui va transmettre et décider ou aider à la conduite, que ces informations ne soient pas perturbées par des événements électriques externes. Protection contre les perturbations électromagnétiques, etc. Et alors ça, tout cela, et vous en avez parlé à l'instant aussi, il y a une dernière problématique qui se pose, c'est comme ce sont des matériaux compliqués, du coup c'est plus compliqué de les recycler, alors on fait comment? On se réinvente aussi? Alors en fait, on réinvente le produit et on fait l'analyse du cycle de vie dès la conception du produit. Le produit est à l'origine conçu pour être recyclé et recyclable. Le conducteur traditionnel dans un câble, c'est le cuivre. Donc ça, le cuivre, ça se recycle très facilement. Ce qui est plus compliqué, c'est lorsque vous évoluez vers d'autres alliages, mais on y arrive. Et l'autre volet, c'est la partie isolant. L'isolant, c'est un dérivé des matériaux plastiques. Et là, il faut mettre en place des produits qui répondent à toutes les caractéristiques, toutes les contraintes de l'environnement automobile, en tenant compte des perspectives de recyclage. Est-ce qu'il y a de la fibre optique dans les voitures? Alors non, il n'y a pratiquement pas de fibre optique. Il y a eu plusieurs tentatives il y a une trentaine d'années. Et puis en fait, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que lorsque vous transmettez une information sur un câble métallique, vous transmettez des électrons, donc un signal électrique. Si vous transmettez sur une fibre de silice, vous transmettez de la lumière. Donc ce n'est pas les mêmes composants d'extrémité. La deuxième particularité, c'est que dans un véhicule, vous êtes assujetti à un certain nombre de perturbations et de vibrations. La vibration sur un signal électrique, ce n'est pas très dérangeant. Sur un signal lumineux, ça peut être aussi perturbant. Donc je pense que c'est les deux raisons majeures pour lesquelles la fibre optique n'a jamais vraiment percé dans le monde de l'automobile. Je vous posais la question parce que j'ai lu dernièrement que vous alliez fibrer l'Allemagne et la Grande-Bretagne. En tout cas, vous avez cette ambition-là. Après avoir fibré abondamment la France, mais on n'est pas au bout de la mission, puisqu'on remplit abondamment cette mission et cet enjeu national de faire de la France le premier réseau télécom très haut débit du monde occidental. Pour éviter ces fameuses zones blanches dont on a beaucoup trop parlé. Voilà, tout à fait. Mais revenons à la voiture. Du coup, votre défi, c'est de conquérir, j'imagine, de plus en plus de marchés, même si vous équipez combien de voitures, combien de constructeurs, qui fait appel à vous? On travaille avec à peu près les plus grands constructeurs de la planète. Tous voilà, à peu près, sans exclusivité particulière. On est plus présent chez les constructeurs français parce que c'est notre histoire. Donc notre berceau industriel en Basse-Normandie, dans la Manche, se retrouvait à mi-chemin entre des usines Citroën à Rennes, par exemple, et puis des usines Renault proches de la vallée de la Seine. Donc on est très proche de nos constructeurs français. Avec ça, on les a accompagnés à l'étranger. On est arrivé en Chine à la fin des années 90 en accompagnement de Peugeot. On est arrivé au Brésil à la même période en accompagnement de Renault. Mais du coup, en arrivant en Chine, vous pouvez, j'allais dire, le spread est assez facile. Vous pouvez... Eh bien, aujourd'hui, en Chine, on livre les dernières usines de Tesla à côté de Shanghai. De Tesla? Voilà, absolument. Alors qu'on disait souvent que Tesla faisait tout lui-même, il ne fait pas tout seul les câbles. Non, il ne fait pas les câbles, lui-même. On ne les livre pas aux États-Unis. Peut-être les livrerons-nous dans leur usine de Berlin. En tout cas, pour Shanghai, c'est fait. Il y a, j'imagine, des concurrents dans votre secteur. Qu'est-ce qui vous différencie? C'est un secteur très concurrentiel. Notre particularité, nous, c'est qu'on est vraiment une activité entièrement dédiée au monde de l'automobile. Voilà. Nous ne fabriquons que des fils et câbles, alors qu'un certain nombre de nos concurrents fabriquent aussi des faisceaux électriques. Donc, ils utilisent leurs propres produits, mais ils font aussi concurrence à leur propre marché. Et puis, notre troisième caractéristique, c'est que nous, on est dédiés sur les produits de très haute performance. Et en ce qui concerne aussi, j'allais dire, le pendant de la voiture électrique, c'est-à-dire la borne, vous jouez un rôle là aussi sur la borne? Alors pas du tout. La borne, c'est plutôt nos amis spécialistes de la fabrication des câbles de transport et de distribution d'énergie. Donc c'est plutôt le volet électrique. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y venir? Alors pour l'instant, ce n'est pas encore à l'ordre du jour, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de perspectives d'évolution dans le monde de la câblerie. Merci beaucoup, Jacques Deher, PDG de ACOM. Merci à vous.